Moi, je me définis souvent à la croisée des chemins entre la chance, l'amour et les rêves. Ça fait 20 ans que je crée des entreprises. J'essaie d'être un créateur. Donc, j'ai été dans les nouvelles technologies, dans le divertissement. Et j'essaie de suivre mes rêves, tout simplement. J'essaie de les réaliser. Quand tu viens à Dubaï, quand tu viens aux Émirats, ils ont les plus grands buildings, ils ont les meilleurs restaurants, ils ont les meilleures écoles. Mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est une comédie musicale. Tu as réussi 2 fois, avec brio, dans un secteur pour lequel tu n'étais absolument pas fait. Il n'y a pas de raison que tu te plantes dans un secteur pour lequel tu es fait. Tout ce que tu as toujours voulu, c'est de l'autre côté de la peur. J'ai la chance de pouvoir courir tous les 2 jours un semi-marathon. Et avant chaque semi-marathon, je suis mort de peur. Et tout ça pour dire quoi ? Que tout le monde a peur, que moi j'ai peur, que toi tu as peur, que vous qui nous écoutez, vous avez peur. Et que faut juste essayer d'aller au-delà de la peur. Et que quoi qu'il arrive, vous aurez peur. Hello Stéphane. Salut Fanny. Comment vas-tu ? Mieux que bien, et toi ? Trop bien. Trop bien, fraîchement arrivé à Dubaï. Toi, tu es Bienvenue, là depuis... bienvenue au paradis. Merci. Toi, tu es là depuis un petit moment. Alors, ça fait 2 ans que j'habite là. Donc, on entame la saison 3 de la série. Et juste avant, j'ai fait des allers-retours avec ma femme et mes enfants pendant 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Ok, waouh. J'ai découvert pendant le Covid, en fait. Et on est tombé amoureux de cet endroit. T'étais basé où ? J'étais à Paris avant, à Levallois. Ok. Ouais, gros changement, température. Ouais. Oui, grosse amplitude thermique. Yes. Mais c'est pour le mieux. Stéphane, j'ai une présentation de toi par ChatGPT. Tu vas me dire ce que tu en penses, si elle est tout à fait juste. Et puis, comme tu vas aussi nous retracer ton parcours, tu vas pouvoir compléter. Stéphane Boukhris est un entrepreneur français, producteur, basé à Dubaï maintenant. Il a fondé et vendu ses entreprises tech comme Ametix et Excelsior. Il est aussi très actif dans le marketing viral, l'innovation et les ponts entre la France et les Émirats. Il est président de la French Tech Dubaï Abu Dhabi. Aujourd'hui, il est surtout connu pour Once Upon a Time in Dubai, un spectacle musical international qu'il produit. Le musical est prévu pour décembre 2025. Il raconte l'histoire d'un artiste, Will, qui quitte Londres pour Dubaï pour se lancer et retrouver Sophia, sa compagne. Stéphane Boukhris est listé comme producteur, créateur derrière ce projet ambitieux. Bienvenue dans Success. Que penses-tu de cette description ? C'est une super description. Et je me dis que j'ai toujours du mal à pitcher Once Upon a Time in Dubai. Je veux bien la description parce que c'est top. C'est très fidèle à la réalité. Et on peut ajouter que je suis un grand rêveur. Je pense que c'est important. Trop bien. Stéphane, première question. Ouais. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que tu peux te pitcher ? Tu sais, moi, je suis la reine du pitch. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux te pitcher, de me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a emmené ici ? Alors, moi, je me définis souvent à la croisée des chemins entre la chance, l'amour et les rêves. Donc voilà, c'est la définition de Stéphane Boukhris. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails, ça fait 20 ans que je crée des entreprises. J'essaie d'être un créateur. Donc j'ai été dans les nouvelles technologies, dans le divertissement, et j'essaie de suivre mes rêves, tout simplement. J'essaie de les réaliser. En tout cas, j'essaie de réaliser les plus importants. Donc voilà, je pense qu'on a tous quelque chose à faire dans cette vie, et j'essaie de faire ce qui est programmé, en tout cas pour moi. Ok, tu as un énorme projet ici à Dubaï. Tu vas nous en parler, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu le Once thème. Upon a Time in Dubai. Ah ouais, direct, tu nous as spoilé, t'as bien fait. Comment t'en es arrivé à aujourd'hui créer, fonder, je sais même pas comment on peut dire, la comédie musicale Once Upon a Time in Dubai. La première de l'histoire. La première de l'histoire, la première d'une longue série. Longue série, oui. Dis-nous en plus sur ça. Qu'est-ce qui t'a emmené à ça ? Alors, moi, je suis arrivé donc il y a 2 ans. J'avais vendu ma dernière entreprise Excelsior. C'était une entreprise de services du numérique. Je l'ai vendue à un groupe qui est coté en bourse en France, qui s'appelle Alan Holman Associates. Et pendant 1 an, j'ai aidé l'entreprise qui nous a racheté à se développer au Moyen-Orient. Donc, on a ouvert un bureau, on a fait du business. Et au bout d'1 an, j'ai tout quitté. Et j'ai quitté pas mal de choses pour dédier ma vie à quelque chose qui me semblait avoir du sens ici. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont ou plutôt qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? Quand tu viens à Dubaï, quand tu viens aux Émirats, ils ont les plus grands buildings, ils ont les meilleurs restaurants, ils ont les meilleures écoles, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est une comédie musicale. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé, et non pas seulement à Dubaï, ni même aux Émirats, mais dans toute la région. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et donc, on est heureux et honoré d'être pionnier un petit peu
avec ce projet Once Upon a Time in Dubai qui va rassembler près de 200 000 spectateurs entre décembre et février. C'est complètement fou, c'est un projet complètement dingo. On a la chance d'avoir une petite start-up qui nous a accompagnés qui s'appelle Universal Music, qui après Taylor Swift et Katy Perry a décidé de s'intéresser à Once Upon a Time in Dubai. Et on a la chance d'avoir le soutien et l'amitié de partenaires comme Accor, McDonald's et plein d'autres super grands groupes de la région et pas que, qui adorent ce projet parce que ça valorise Dubaï ici et demain à l'étranger. Donc ce projet, juste super comédie musicale avec des chansons modernes, c'est Nazim Khaled qui a fait les chansons. Donc pour les Français qui nous écoutent, Nazim c'est Andalouse, c'est Les yeux de la Mama, toutes les chansons de Kenji, d'Amir, de Claudio Capeo ou de Molière, la comédie musicale qui vient de cartonner dans toute la France et qui est en Chine actuellement. C'est lui qui a fait donc les chansons de Once Upon a Time in Dubai. Et ce projet, il a 3 étapes. Première étape à Dubaï, deuxième étape une tournée et troisième étape une adaptation sur les écrans pour que le monde entier puisse découvrir ce qu'est Dubaï, la réalité de Dubaï en 2025 et bientôt 2026. Waouh, trop bien, merci pour ce résumé. Ça va le pitch? Bah là, tu connais bien ton pitch, en tout cas, c'est top, Merci. bravo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, je me dis, tu sais, dans le podcast Success, c'est vraiment l'entrepreneur derrière son succès ou son business, mais me dire, tu me dis, oui, alors qu'est-ce qui manquait à Dubaï? Mais c'est pas évident de se dire, oh bah tiens, il manque une comédie musicale. C'est parce que je pense que toi, profondément, tu es créatif, ou en tout cas, tu avais un côté qui était peut-être attiré vers l'art, parce que tu viens quand même du monde de la tech ou de la start-up. Enfin, dis-nous en plus par rapport à ça, par rapport à toi. C'est une très bonne question. Ça, c'est très récent, puisque avant la tech, j'avais eu la chance d'être à l'origine d'une comédie musicale qui s'appelait Robin des Bois, il y a quelques années. Ok. Et c'était une très belle aventure. Et après, je suis retourné dans la tech et j'ai toujours voulu, de toute façon, quoi qu'il arrive, être dans le secteur du divertissement, beaucoup plus que dans le secteur de la tech. Alors, je suis aussi président de la French Tech pour la région, donc je ne devrais pas trop dire ça, mais je suis beaucoup plus fait pour le divertissement que pour la tech. Et quand j'ai mes moments de stress à propos de ce projet qui est géant finalement, ce projet de comédie musicale à Dubaï, je pense à la phrase d'un copain qui s'appelle Daniel Nathan, qui est une belle réussite dans la tech en France. Et quand il est venu à Dubaï il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Je sens que tu es un petit peu stressé. » Je dis « C'est un énorme projet, hein. Ça n'a jamais été fait. » Et il me dit « Stéphane, écoute, tu as réussi 2 fois avec brio dans un secteur pour lequel tu n'étais absolument pas fait. Il n'y a pas de raison que tu te plantes dans un secteur pour lequel tu es fait. » Et j'aime bien ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à me rassurer par moments parce que voilà, je pense qu'on est là pour réaliser ses rêves. Ça fait partie bien sûr de mes rêves. Et de manière plus importante, c'est le rêve de tout un pays puisque on est aux Émirats, tu as 10 millions d'habitants, tu as 23 millions de touristes et tu n'as qu'un seul spectacle ici qui est magnifique, qui s'appelle La Perle de Dragon. J'y vais dans 2 semaines, là, je vais y aller pendant les tu vacances vas adorer, d'octobre. c'est ce qui se fait de mieux dans le domaine circassien un petit peu, Cirque du Soleil. Mais une fois que tu auras vu La Perle, il n'y aura plus rien à voir à Dubaï jusqu'à Once Upon a Time in Dubai. Mais c'est dingo. Est-ce que tu penses que c'est parce que juste ils mettent du temps à tout implémenter, ce qui peut être normal en tant que nouvelle région aussi, etc. Mais ou est-ce que c'est pas culturel? Comment maintenant que tu as lancé Once Upon a Time in Dubai, tu dois voir un petit peu le pourquoi du comment, alors qu'on sait que ça va cartonner, on sait qu'il va y avoir des gens qui vont venir. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que d'avoir un peu ce temps de retard peut-être, ou alors que c'est pas ou qu'il n'y ait pas plus de porteurs de projets comme toi en fait dans la région? Alors moi j'ai la chance d'être à la fois sur ce projet, à la fois à la French Tech UAE, et je me rends compte que Dubaï et les Émirats, c'est une terre d'entrepreneurs sans entrepreneurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout est fait pour entreprendre, mais on n'a pas encore les entrepreneurs, ils sont en chemin, ils arrivent avec leurs baluchons. Et finalement, il n'y a pas de Vinted, il n'y a pas de Doctolib, il y a tout à faire. Mon épouse, elle a lancé le vente privé local qui s'appelle Hush Day, qui est déjà un énorme succès. Elle a lancé ça il y a quelques mois. Et donc, s'il y a des entrepreneurs français qui nous écoutent, les UAE et le GCC, ce marché un petit peu régional, ce n'est pas forcément une terre vers laquelle on se dirige par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres, ou par rapport à l'Inde ou la Chine. En revanche, c'est un marché sur lequel il y a tout à faire. Et que si vous êtes le champion régional dans votre secteur, vous serez forcément racheté parce que les gens voudront prendre des parts de marché. Donc j'encourage tout le monde à lancer des boîtes ici dans la région. Et le cadre est fantastique. Ils feront tout pour vous aider. Moi, je le vois sur mon autre projet, donc la comédie musicale. C'est rare d'avoir accès directement au gouvernement qui vous aide, qui font tout pour vous aider, pour vous soutenir. Donc voilà. Et c'est un pays qui va de l'avant. Pour moi, c'est le Mayflower 2025. Tout le monde a quitté son pays pour un avenir meilleur quand il se trouve ici. Et tout le monde va dans la même direction. Tout le monde a le sourire. Et tout le monde est là pour développer quelque chose et apporter sa pierre à l'édifice.
Et c'est marrant parce que je suis arrivé, donc toi tu viens d'arriver, moi je suis arrivé il y a 2 ans, enfin il n'y a pas si longtemps. Et j'ai un entrepreneur qui est assez connu qui s'appelle Raza Jafar. Et Raza, il est là depuis 40 ans. C'est un monsieur d'origine pakistanaise. Il a construit les plus gros buildings de cette ville. Il a construit notamment le Palazzo Versace. Et il a été mentor pour moi quand je suis arrivé, un petit peu un de mes guides. Et quand je lui ai annoncé que je créais Once Upon a Time in Dubai, il m'a dit, mais Stéphane, pourquoi tu veux faire ce projet? Je lui ai dit, écoute Raza, I want to give back. Je veux rendre en retour. Je veux donner. I want to give back. I want to give back. Et il me dit, mais why do you want to give back? You just arrived. Pourquoi finalement tu veux donner? Tu viens juste d'arriver. Et en fait, je pense qu'on a tous ce sentiment et je pense que tu en fais partie. On a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, moi, si j'étais sculpteur ou plutôt si j'étais bâtisseur, bah, j'aurais créé un building, sauf que je connais rien à l'architecture. Ouais. Par contre, j'aime la musique et c'est pour ça qu'on en arrive là avec ce show. Waouh, ok. Et ouais, c'est vrai que c'est fou. Tu disais, il y a tout à faire. Je disais exactement ça à mon compagnon il y a quelques jours. Je lui disais, mais purée, Vinted, tu parles de Vinted, trop pratique Vinted. Mais je comprends pas. Je me dis ici, c'est compliqué ça. Il y a pas. C'est le business des frères Samware avec Rocket Internet. Ils ont copié des choses qui marchaient sur un marché. Ils l'ont fait ailleurs avec plus ou moins de succès. 9 fois sur 10, ils se sont fait racheter parce qu'ils avaient une prise régionale, une emprise C'est régionale. là où on se dit que quand même en France, on n'est pas trop mal parce qu'on est très créatif. Tu vois, je cherchais aussi des marques de compléments alimentaires. Ouais. Type, sans les citer, NutriPure, Nutri&Co, etc. Pour avoir exactement la même référence et donc un delivery plus rapide puisque j'habite ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y avait. Il n'y a pas encore. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore. Il y avait une marque qui faisait, mais en gummies. Il y a un start-upper qui fait en gummies, mais du coup, je voulais pas des gummies, donc je voulais vraiment. Donc là, je me dis, waouh, ok, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et en fait, donc c'est vrai que tu peux te retrouver très limité parce qu'il y a tout à faire et ça, c'est génial d'avoir tout à faire. Il y a tout à faire. Avec un marché qui n'est pas aussi grand que le marché américain ou le marché indien et chinois, mais dans certains secteurs, c'est exceptionnel. L'hospitalité, l'éducation, donc le tourisme, le luxe, tout ce qui est consumer products, il y a des secteurs, l'énergie, la défense, il y a des secteurs qui sont extrêmement porteurs dans la région, quoi. Ouais. Ok, et donc du coup, alors, mais c'est marrant parce qu'en fait, du coup, quand tu nous racontes ton parcours, tu as fait une comédie musicale, tu es revenu dans la tech, donc ça veut et dire j'ai planté 20 boîtes aussi, parce que là, ils vont croire que tout m'a souri dans la vie, mais avant ça, j'ai planté une 20aine de boîtes. Vas-y, est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce que c'est aussi ça qui m'intéresse dans le podcast. J'aime bien. Les échecs, les échecs, ou en tout cas, comment on se relève, ou ce qui fait que quand tu dis j'ai planté une boîte, j'en refais 19 derrière. Comment on a la motivation, la hargne, tu vois, le truc, le why qui te pousse tous les jours à recréer un projet et tu sais pas ce qui va se passer, mais tu le fais quand même. C'est vrai, moi j'ai commencé juste après mes études, j'ai créé un eBay des services à domicile, ça s'appelait Staff avec 2 A et 2 F, le nom était complètement pourri. Les gens allaient vers STAFF qui est le vrai orthographe de ton staff, donc le nom n'était pas génial. C'était une bonne idée, mais on n'avait pas, je pense, assez de fonds pour faire de l'acquisition de trafic, on n'avait pas les bons leviers, et au final on me l'a racheté pour pas grand chose, donc on peut dire que c'est un échec. Et voilà, après j'ai monté 2heursavant.com qui était une billetterie de spectacle dernière minute, tu vois, comme qu'on y revient, un peu le Ticket Yes à New York où tu achètes tes billets pour des spectacles à Broadway en dernière minute. Ah mais ça me parle. Ouais, c'était T'as fait ça quand? Ouais, dans les années ça fait vieux de dire ça, dans les années 2010. Eh ben, j'étais à Paris à ce moment-là, en même temps. On a vendu des milliers de billets. Parce que j'étais comédienne, je faisais des études dans l'acting pendant 4 ans. Et du coup, j'ai fait 2008-2012, j'ai fait mon école d'acting. Et ça me parle parce que tout le monde parlait de ce site pour aller à Paris, aller voir un spectacle 2 heures avant. En fait, incroyable. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais en gros, un producteur de spectacle à 18h, il sait exactement combien il a gagné, combien il a perdu sur le spectacle qui a lieu à 20h. Donc l'idée, c'était de se dire, de 18 à 20h, tout le monde a déjà eu sa chance avant, Fnac, etc. À 18h, c'est notre tour. On a 2 heures pour vendre tout ce qui reste parce que c'est de la marge en plus pour le producteur. Et pour un comédien, avoir des places vides, c'est pas génial. Donc autant avoir des gens qui remplissent, même s'ils payent 15 € la place au lieu de 40, mais tout le monde y gagne. Et il faut que ce soit dernière minute, sinon les gens vont forcément s'organiser avant. Il ne faut pas qu'ils s'organisent. Et donc, on avait lancé ça avec des copains, on l'a revendu, on a remporté des prix. Ça n'a pas été les reventes du siècle, malheureusement. Après, j'ai monté des fonds d'investissement dans la tech. J'ai rejoint 2 copains d'enfance et on a monté donc Ametix, qui a été une très belle réussite, qui a été donc la première ESN que j'ai vendue au groupe La Poste avec 500 consultants. Je suis devenu postier, j'ai prêté serment, tout ce qui va avec. Et après, j'ai monté Excelsior et que j'ai revendu donc un groupe coté avant de venir ici à Dubaï. Et avant ces 2 aventures, donc Robin des Bois, ou avec la rencontre que j'ai faite avec Roberto Ciurleo, qui était un ancien boss d'énergie,
on s'est rencontrés, on a eu cette idée de monter Robin des Bois et c'est devenu un énorme succès avec Matt Pokora et ça avait fait, je crois, 800 000 spectateurs. Donc, c'était une très belle aventure. Waouh! Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le côté comédie musicale ou le côté spectacle? Parce que du coup, tu as plusieurs. En fait, on est un tout. Hein, Ouais. enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passionnés par l'entrepreneuriat et le business et ils ne font que ça. Mais au final, je pense qu'on a tous des passions. Est-ce que c'était parce que toi, t'adorais aller voir des spectacles? Toi-même, tu as fait du chant, de l'acting, de la danse, je sais pas, plus jeune. Qu'est-ce qui t'attire vraiment vers ça? Alors déjà, moi j'aime la musique et Ouais. j'aime les belles histoires, j'aime les films musicaux, c'est quelque chose depuis tout petit, je pense Ah que ouais. je le dois à ma maman qui était vraiment à fond dedans et j'ai toujours voulu faire ça et mon parcours finalement ça n'a pas été une ligne droite, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé de me rapprocher. C'est marrant, bah, quand j'étais plus jeune, je donnais des cours particuliers le soir et le week-end aux enfants d'Albert Cohen qui a coproduit Les Dix Commandements avec Dovatia, qui a produit Le Roi Soleil, etc. Et en fait, je donnais des cours particuliers à ces enfants juste pour les 5 minutes à la fin du cours où je parlais avec ce producteur. Donc, c'était un MBA undercover, comme je dis souvent. Et j'ai appris énormément à ses côtés, même si c'était Waouh. 5 minutes chaque jour, juste après les cours. Donc, euh, moi, en fait, ça paraît très, très basique. Mais en fait, j'ai une liste de choses à accomplir dans ma vie. Il y a deux listes, en fait. Il y a une liste, ça s'appelle la bucket list. Qu'est-ce que c'est que la bucket list? La bucket list, c'est les choses que tu veux faire before you kick the bucket, avant de clamser en gros. Et ça, c'est des objectifs long terme. Donc, voilà. Et dans ces objectifs, il y avait d'ailleurs, c'est faire un film musical. C'est même pas faire une comédie musicale, c'est Ouais. faire un film musical. Donc ça, et peut-être que Once Upon a Time in Dubai, ce sera ça. Donc ça, c'est l'objectif long terme. Maintenant, c'est bien de découper l'objectif long terme en objectif court terme. Et qu'est-ce que je fais donc depuis maintenant 15 ans et 10-15 ans, et je pense que c'est le moment où la chance a un peu tourné dans le bon sens, j'ai ce qu'on appelle, et je pense que c'est le meilleur conseil pour tes auditeurs. Donc, si vous écoutiez à moitié jusqu'à présent le podcast, il faut monter le son. Arrêtez-vous 2 secondes. Si vous êtes sur l'autoroute, mettez-vous sur une aire d'autoroute. Je vais vous donner le meilleur conseil, en tout cas le conseil qui a le mieux fonctionné pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ce conseil, ça s'appelle un life plan. Je ne sais pas s'ils le verront puisque je le monte à l'écran. Moi, je m'en sépare pas. C'est Waouh. un petit document. Et dans ce document, en fait, il y a tous les objectifs de l'année. Alors là, il commence à être un petit peu usé parce qu'on est à la fin de l'année. Et en fait, chaque 1er janvier, depuis maintenant 10 ans, j'ai une liste. Alors, je ne vais pas la montrer, attention, parce que c'est mes objectifs, mais bon, il n'y a rien de très, très confidentiel. Et dans cette liste, donc, il y a tout ce que je souhaite accomplir avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Et finalement, bah, ça va dans tous les domaines. Perdre 15 kilos, faire un marathon en moins de 4 heures, acheter un bien dans le Var. C'est tout ce dont on peut rêver. Et si je te montre cette liste au 1er janvier, tu vas me dire, Steph, c'est sympa, mais c'est l'air méga ambitieux. Comment tu comptes t'y prendre? Et je ne sais pas l'expliquer. Mais je sais juste une chose, c'est qu'avant la fin de l'année, il y a 90% des objectifs qui sont systématiquement atteints, voire plus, voire 100%. Il y a des explications à ça. Les Américains, ils appellent ça le secret. C'est un livre, The Secret, où finalement, c'est la loi de l'attraction. Alors, c'est le côté un peu mystique, attention, du podcast, où en fait, quand tu te concentres sur un objectif, vers ton succès, finalement, les éléments de l'univers s'organisent pour te permettre de réaliser ce que tu dois réaliser. D'une manière un peu plus pratique et basique, en gros, si vous pesez, j'aimerais bien, mais si vous pesez 70 kilos et que dans votre tête, vous pesez 70 kilos, vous pesez le lundi, vous pesez 70,1, le mardi 70,2, le mercredi 70,3. Bah, le jeudi, vous allez vous dire, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui pèse 70, je pèse pas 70,4. Et vous allez vous ressaisir. Et c'est en fait un peu la même chose avec ce life plan, c'est-à-dire que si dans vos objectifs, il y a lire un livre par semaine jusqu'à la fin de l'année, il est possible qu'au bout de 2 semaines, vous n'ayez pas lu de livre, 3 semaines. Mais si vous lisez tous les jours comme une prière, une bénédiction, ce que vous voulez, le matin ou le soir, cette liste d'objectifs, vous les atteindrez tous. Il y a un phénomène de dissonance cognitive. Vous ne pouvez pas être en opposition avec vous-même. Donc, en gros, si vous avez des objectifs, alors il faut qu'ils soient quand même réalisables humainement, mais même des choses très ambitieuses. Moi, quand j'étais petit, même je voulais travailler avec certains artistes complètement dingues, Jean-Claude Van Damme, Doc Gynéco, etc. Et en fait, j'avais aucun lien avec ces gens-là. Et finalement, avant la fin de l'année, ça se produisait. Donc, il y a un peu de magie, c'est ça que j'aime bien dans ce truc-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez ces objectifs, vos objectifs en tête, perso et pro, vous allez être amené à en parler beaucoup plus. Ça va vous travailler. Et ce n'est pas une vague idée. Il y a un concept que j'aime beaucoup, j'en ai parlé dans une conférence il y a quelques années,
c'est, vous savez, en ce moment, il parle beaucoup de coloniser les planètes à l'étranger, la planète Mars avec Elon Musk, etc. Alors moi, il y a une planète que je vous déconseille d'envisager, c'est la planète qui s'appelle la planète plus tard. C'est quoi la planète plus tard? C'est une planète qui est pas très loin d'ici, très proche même. C'est la planète, finalement, où vont la plupart des gens. Et c'est une planète où meurent les rêves. Donc finalement, il faut se tenir très, très éloigné de cette planète plus tard. Et il faut réaliser ses objectifs et ses rêves. Et ça passe. Ça ne peut pas être juste une vague idée dans la tête. Il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit dans une liste. Et il faut que cette liste, on puisse la consulter régulièrement. Donc, on a un peu dévié par rapport à la discussion, mais c'était le meilleur conseil. Alors, vous pouvez rester jusqu'à la fin du podcast, mais c'était le meilleur conseil que je peux vous donner, puisque sur moi, en tout cas, ça a marché. Sur plein d'autres gens, ça a marché. Waouh. Et Once Upon a Time Dubai, bien sûr, c'est un des objectifs. Bien sûr. Oui, donc en plus, tu te dis, je dois le sortir avant la fin de l'année. Et oui, donc, quelle est la première date? Le 20 décembre prochain. Bon, bah voilà, on y est. Ouais. C'est incroyable. Et tu sais que dans le coaching business et tout ça, c'est vrai qu'on a accès à des outils de vision comme ça ou de bucket list, etc. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu nous partages, c'est que toi, tu la gardes sur toi. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire un peu ces objectifs au 1er janvier en se disant, bon, j'aimerais bien avoir tout ça. Les puis bonnes après, résolutions. Le truc reste sur un papier. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'y reviens. Et là, je me dis, waouh, j'ai quand même réalisé pas mal de choses cette année. Mais en effet, je devrais peut-être la garder sur moi tous les jours. Moi, je fais un peu le yo-yo avec mon poids. Les gens qui grossissent, dont moi, c'est des gens qui ne sont pas pesés depuis longtemps. C'est pour faire l'analogie. Et ça fonctionne vraiment. Tu ne peux pas prendre 10 kilos si tu te pèses tous les jours. Et là, c'est pareil avec les objectifs. Tu ne peux pas, si tu t'es dit, voilà, je reprends l'exemple du livre, si tu t'es dit le 1er janvier, je dois lire un livre par semaine, si tu lis ça tous les matins, cet objectif, tu ne peux pas arriver en novembre en ayant lu qu'un ou deux livres. Donc, tout ça pour dire que ça te ramène finalement à la promesse que tu t'es fait finalement. Donc, c'est vachement important. C'est ça, et tu parlais de... On est en corrélation avec ce qu'on écrit ou ce qu'on dit. C'est vrai que si on se répète toute la journée qu'on est nul et qu'on n'arrivera à rien, c'est sûr qu'à la fin de l'année... Alors que là, vous tendez vers vos objectifs et c'est très important. Et surtout que le temps, il est limité, qu'on n'est pas illimité en termes de temps. Donc, c'est très important. Alors, c'est très nouveau, hein, c'est très récent. Ça va faire 2 ans que je l'imprime. Avant, j'étais sur un Google Doc, mais je trouve ça vachement bien le fait de l'imprimer. Il y a des gens qui impriment souvent des prières, des trucs. Moi, il y a un côté peut-être un peu mystique. J'imprime mes objectifs. Comme ça, c'est jamais loin de moi. Et même parfois, là, j'étais en déjeuner juste avant. Parfois, je regarde les objectifs et je regarde où j'en suis. Et un truc très important, c'est que chaque mois, j'ai un petit carré et je remplis ce carré donc sur le tableau. Vert, ça veut dire qu'il a été rempli pour ce mois-ci. Orange, moyen. Et rouge, pas du tout. Et vert foncé quand c'est bon pour toute l'année. Par exemple, si vous voulez acheter un bien immobilier en 2026 et vous faites le truc le 1er janvier, si en mars, vous l'avez acheté, vous mettez un carré vert foncé. Et comme ça, c'est fait. Et donc, je ne sais pas pourquoi ou comment, mais ça fonctionnera et je peux que vous encourager à le faire. Et c'est vraiment incroyable, ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne parce que tu passes à l'action aussi, Stéphane. Tu vois, je veux dire, c'est bien beau il y a des gens qui vont dire, ah ben moi j'ai tout écrit, hein, et pourtant ça fonctionne pas. Il y a aussi la manifestation, le passage à l'action. Le courage et la constance. La foi, le courage, la constance, c'est ça. Le courage de commencer, la constance de continuer, bien sûr. Mais si, en fait, ce qui se passe, c'est que si tous les jours, tu te fixes dessus, sur ces objectifs, ces rêves, soit tu vas être très malheureux parce que tu t'en éloignes, soit au contraire, ça va te donner un coup de pied aux fesses en disant, écoute, ça fait 3 mois que tu t'étais dit que tu devais bouquiner, tu l'as toujours pas fait, ça te rappelle à ce que tu dois faire, quoi. Ouais, c'est le bon mindset, c'est trop bien. Et c'est marrant parce que je partageais récemment aussi comment je suis arrivée à Dubaï, c'est-à-dire que j'ai fait confiance à la vie et puis je me suis laissée porter. Et en fait, j'ai rencontré mon compagnon à travers un épisode de podcast. Waouh, c'était ton invité? Voilà, l'épisode n'est jamais sorti parce que c'était chaotique, on avait un problème de son, d'image, etc. Et au final, on est resté en contact. Il m'a dépanné sur plusieurs choses. Et en fait, j'avais écrit, moi, donc justement dans ce truc, pas de bucket list, mais j'avais écrit noir sur blanc cette année que je voulais rencontrer quelqu'un, donc vraiment je l'ai écrit, qui aménage ou qui compte habiter à Dubaï ou qui habite déjà à Dubaï là, parce que c'était dans mes objectifs aussi. Je l'ai écrit et je l'ai partagé récemment. Je l'ai écrit au mois de mai et on est au mois de septembre, au mois d'octobre et j'ai emménagé ici il y a un mois, quoi, 1 mois et demi avec cette personne-là. Donc ça marchera. Fou. Ça a marché pour toi, fou. Ça a marché pour moi. Donc on n'a rien à vendre. Faites juste ça et ça va marcher. Non, parce que souvent, généralement, l'étape d'après, c'est au fait,
acheter des prestations. Là, il n'y a rien à vendre, mais c'est une super méthode. Donc, écrivez vos rêves, écrivez vos objectifs c'est et vous vrai, les hein, atteindrez. c'est Quoi. fou. Et ok, bah du coup, pour revenir sur le sujet aussi du jour et de toi, pourquoi vous avez choisi, c'était une question que je me demandais, pourquoi tu as choisi cette comédie musicale en particulier? Donc, d'ailleurs, Once Upon a Time in Hollywood est-elle une comédie musicale à la base? Alors, Once Upon a Time in Hollywood, le truc de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Bah, DiCaprio, n'est pas une comédie musicale. Once Upon a Time in Évidemment. China non plus. En fait, Once Upon a Time, c'est un nom un peu générique. T'as Once Upon a Ok. Time in America Et de oui. Scorsese ou quoi avec De Niro. Nous, ça n'a rien à voir. C'est juste, il était une fois à Dubaï Ok. pour évoquer un peu le conte de fées. C'est un conte de fées moderne. C'est une histoire d'amour des Britanniques qui débarquent à Dubaï pour réaliser leur rêve. Donc, ça n'a rien à voir avec le Ah, Tarantino. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de Dubaï ou des Émirats avec les bédouins et les pêcheurs de perles. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est Dubaï en 2025. C'est ce qu'on est en train de vivre en tant qu'expat avec nos rêves, nos waouh. peurs, nos passions. Et c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que dresser un portrait un peu objectif. On n'est pas Dubai Bling, on n'est pas Housewife of Dubai, on est ce qu'on vit au quotidien. Donc on essaie d'être très fidèle à la réalité tout en véhiculant les valeurs qu'on peut humer ici. Donc la coexistence, l'ambition, les rêves, la tolérance. Tout ce qu'on aime bien ici, ben, c'est ça, la fiscalité, la météo, tous les trucs un peu aussi de ce type-là. On a essayé de le mettre dans ce spectacle. Le scénario a été bien sûr approuvé par toutes les autorités. Et voilà, on est super content parce que ça va être le meilleur ambassadeur. Je pense, alors, on n'est pas financé du tout par les pouvoirs publics, mais ça va être l'arme de soft power culturel numéro 1, je pense, pour Dubaï dans les années à venir. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu as financé ce projet? Ça a été des investisseurs qui t'ont suivi sur le projet, c'est ça? Alors, il y en a beaucoup qui se trouvent devant toi actuellement, des investisseurs qui ont financé ce projet. Blague à part, en investisseur, je suis le seul, mais on a la chance d'avoir 10 sponsors. Des sponsors, ouais. Parmi lesquels donc Accor, McDonald's, Property Finder, Majid Al Futtaim, Karim, etc. Les plus grandes boîtes de ce pays soit fournissent des sous, ce qui est bien, soit fournissent ce qu'ils appellent effort marketing, ce qui est bien aussi, donc la publicité. Ok. Et ce que j'adore, c'est que pour la première fois de ma vie, ça fait 20 ans que je monte des business, et généralement, c'est une relation business. Et là, je n'ai pas du tout une relation business avec mes partenaires. Tout le monde est là, parce que déjà, ils adorent l'aventure, mais en plus, ils se sentent aussi redevables, on est tous expats, ils se sentent tous redevables envers Dubaï. Et donc, ils sentent que ce projet, c'est une manière de rendre finalement... c'est un truc que j'arrive jamais à traduire dans les interviews en anglais, mais je dis apporter la pierre à l'édifice, comme on dit en français. Chacun aime apporter sa pierre à l'édifice et les gens, en soutenant ce projet, ils apportent leur pierre à l'édifice de Dubaï. Donc, par exemple, je prends cet exemple que j'aime bien citer. J'ai mon ami Walid Fakir, qui est le PDG de McDonald's UAE. Donc, ils ont 250 restaurants. C'est pas rien, c'est un énorme groupe avec beaucoup de responsabilités. Ils ont mis des sous dans le projet. Ils ont mis du marketing dans le projet. D'ailleurs, si tu vas maintenant dans n'importe quel McDonald's, tu entendras les chansons de Once Upon a Time in Dubai en boucle. J'espère que ça te plaira. Il faudra les chasamer et les Spotifyer. Et Walid m'a appelé il y a quelques temps et il me dit « Stéphane, ça va ?» Donc, je lui fais un point sur le projet. C'est normal. Et il me dit ça va, t'as l'air un peu tendu. Je dis tu sais Walid, c'est très ambitieux, on a 200 000 places à vendre, ça n'a jamais été fait, à part Coldplay, il n'y a personne qui fait ça dans la région, et on n'est pas Coldplay, personne ne connaît Once Upon a Time in Dubai. Et il a senti que j'étais un peu tendu, et il m'a dit oh là là, attends, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je dis comment ça on ne s'est pas compris? Il me dit il faut que je mette quelque chose au point avec toi. En fait, que tu vendes 50 000 ou 100 000 ou 10 000 places, on s'en fout. Alors, si tu vends 0, ce serait un problème. Mais que tu vendes 10 000 ou 20 000, on s'en moque. À partir du moment où, j'essaie de le faire en français, tu mets en avant la marque Dubaï, McDonald's sera toujours derrière toi. We got your back. On a ton dos, entre guillemets, on sera toujours derrière toi. Donc, à partir du moment où tu fais ce que tu fais et que tu propulses la marque Dubaï en avant, McDonald's sera toujours à tes côtés et fera l'extra mile. Et ça se traduit comment? Et ça, c'est pour tous nos partenaires. Ils font des choses qui ne sont pas contractuelles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de pub à droite, à gauche, distribuer des flyers, etc. Tout le monde accepte amicalement. Et ça se fait jamais. C'est des trucs qui se monétisent. Je devrais recevoir des factures à gogo. Et tout le monde a envie que ça marche. Il y a vraiment une volonté collective que ce soit un succès. Et ce qui est fou, c'est que cette volonté, c'était avant même qu'ils aient entendu les chansons, qu'ils aient entendu l'histoire. Quand on leur a pitché avec l'équipe, alors on est une super équipe, mais quand on leur a pitché Once Upon a Time in Dubai, ça va être une comédie musicale, etc., les gens ont dit on y va, on fonce. Donc il y a un soutien, même le gouvernement, il y a un soutien incroyable, sans contrepartie. Et j'ai jamais vu ça.
Waouh, trop bien. Et d'ailleurs, je me demandais ici à quel point, je suppose que le gouvernement aime ce genre de nouveaux projets qui peut mettre en avant bien évidemment la ville, la région, mais suis dans le délire, j'ai envie de dire, en se disant, ouais, bon, là, enfin, ils auraient pu, je sais pas si d'ailleurs tu as eu des embûches sur ton chemin, je pense que tu en as eu plein. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'en partages, où tout a été lisse et ça a été parfait du début jusqu'à la fin, jusqu'au 20 décembre, ça va être parfait. Eh ben, Non, je pense que non, tu il y as eu a, il y a plein encore des d'embûches. embûches, ouais. Et justement, est-ce que, bon, gouvernement ou pas, mais en tout cas, Ouais. est-ce que les autorités pour avoir des autorisations, j'en sais rien, pour plein de choses. Est-ce que ça a été compliqué ou en tout cas, quelles ont été les embûches que tu as eues, toi? Alors, il y a le gouvernement et la partie embûche. Le gouvernement, euh, déjà, il fallait avoir toutes les autorisations. Donc, tu as le UAE Media Council, qui est un peu l'ARCOM par rapport à la France. C'est l'institut qui régule un peu les médias ici. Donc, on a une première autorisation. Après, on a été à Dubaï, auprès des autorités de Dubaï. Et en fait, il fallait d'autres autorisations parce que, en fait, on utilise la marque Dubaï. Alors, ça paraît peut-être bête, mais si tu veux monter à Paris, la boulangerie de Paris, tu n'as aucun souci. Si tu veux monter à Dubaï, la boulangerie de Dubaï, c'est une IP en fait. C'est comme Disney ou c'est comme, c'est comme Mickey Mouse. Si tu veux montrer la boulangerie de Mickey C'est une Mouse, entreprise, ouais. c'est peut-être maintenant dans le domaine public, mais en gros, tu peux pas. Et donc, Once Upon a Time in Dubai, on utilise leur propriété intellectuelle. Et pour moi, c'était un non-sujet, mais en fait, si, c'était un oui sujet. Et donc, du coup, on a dû montrer patte blanche. On a dû fournir un script qui était compliant, qui était conforme. Et, euh, et ça a été accordé, ça a été validé. On est très content parce que tu peux pas monter Once Upon a Time in Dubai. Par exemple, c'est une protection supplémentaire pour nous parce qu'il faut avoir l'accord de Dubaï pour monter ça. Donc là-dessus, ils ont été très cool. Ils nous offrent des campagnes de pub, ce qui est très cool aussi. Ils nous mettent sur leurs réseaux sociaux. Donc ça, c'est vachement bien. Et ouais, ils ont beaucoup d'espoir. On a eu son excellence Issam Kazim qui nous a fait un message, je crois que j'ai eu les larmes aux yeux en disant qu'on était en train de faire quelque chose de très significatif pour Dubaï et qu'il avait hâte de voir le déploiement localement et internationalement de Once Upon a Time in Dubai. Donc ça, c'est pour le gouvernement. Et sur ta question d'embûche, bah en fait, après, je reste un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise avec toutes les galères possibles et inimaginables. C'est juste que le projet est plus sexy que de vendre des boulons. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vendent des boulons qui nous écoutent, mais le projet est plus sexy. Ouais, c'est beaucoup de galères. Est-ce qu'il y a des galères propres à cette industrie? Bah, Ouais, beaucoup d'ego, peut-être un peu d'ego, un peu de paillettes. À Dubaï, malheureusement, alors il y a les gens qui nous aident et il y a tous ceux qui nous ont moins aidés, qui veulent des sous pour tout. C'est-à-dire que tu as des gens, certains médias, etc., ils t'aideront pas si tu mets pas des sous en face. Alors, en France, je pense que c'est un peu différent. Mais voilà, soit je pense que les gens, ils nous aident avec tout leur cœur, soit il faut payer, quoi. ouais, et dans les embûches, je suppose que recruter tous tes comédiens, ta team, faire venir C'est des très gens. dur, Parce que surtout à Dubaï. il y a des comédiens ici qui étaient Alors, prêts à bah, travailler. toi qui es comédienne de formation, Dubaï n'est pas connu pour ça. Alors, un des buts de ce projet, je vais raconter une histoire marrante d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'on était la semaine dernière, il y a 15 jours, avec toute l'équipe, toute la troupe de Once Upon a Time in Dubai. On a joué dans une école qui s'appelle James Metropole City. Et donc, j'explique l'histoire, les chanteurs, ils chantent, les enfants, il y avait 200 enfants à la fin, il devait être 30 au début, ça a été la folie. Et on a des enfants qui sont venus alors que les professeurs leur disaient retournez en classe maintenant. Ils venaient, ils voulaient plus partir de la salle. Et on a eu un petit garçon très mignon et on a une petite fille qui s'appelle Nala, qui est émirati, qui est partie en courant dans les bras de Jessica Alves, qui est une de nos chanteuses. Et elle s'est mise à sangloter en la prenant dans ses bras. Et j'étais super embêté et je me suis adressé à la prof, en fait, là, qui était là, la professeure, Hélène. Et j'ai dit, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la petite, elle pleure? Est-ce qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que les chansons lui ont pas plu? Est-ce qu'on a fait un faux pas, clairement? Parce que je ne savais pas. J'étais un peu troublé. Et la prof m'a regardé, elle me dit, c'est tout le contraire. J'ai commencé à tout le contraire. Elle me dit, elle pleure en prenant Jessica dans ses bras parce que maintenant, elle voit un chemin pour elle. C'est-à-dire, elle voit un potentiel qu'elle ne voyait pas. Et en voyant Jessica Alves, elle voit quelque chose qu'elle ne voyait pas et elle se voit, c'est le trailer dans ma tête, mais elle s'identifie énormément et elle voit qu'elle aussi potentiellement peut devenir comédienne, chanteuse, danseuse. Et c'est ce qu'elle va. Donc ce projet, c'est pas la seule et la première ambition, mais l'idée c'est que ça donne un coup de pied dans la fourmilière, que ça ouvre une brèche et que ça permette à d'autres spectacles de venir. Surtout qu'il y a des casinos qui arrivent dans 2 ans, donc plus d'entertainment, plus de demandes. Et j'espère que pour les générations futures, ce sera plus facile que pour nous, parce que c'est vrai que trouver des gens, on appelle ça la triple menace en anglais, qui chantent, qui dansent et qui jouent, et qui sont à Dubaï et qui correspondent à un certain personnage,
C'est très, très dur. D'ailleurs, on a 2 de nos chanteurs qui ne sont pas à Dubaï qu'on Eh oui. fait venir. Que vous faites venir. Ils viennent d'où? C'est quoi les nationalités? Alors, ceux qui sont à Dubaï, on a anglais, portugais, libanais, algérien, voilà. Et ceux qui sont à l'étranger, il y en a un, Joe Woolford, qui est à Londres. Il était dans The Voice UK, il a été choisi par Tom Jones. Il a représenté la Grande-Bretagne à l'Eurovision, c'est vraiment une superstar au UK. Donc lui va venir pour les répétitions en novembre et en attendant, il fait la navette. Et on a Shay Lahman, qui est d'origine indienne, qui va jouer le personnage de Gotham. Et Shay, en ce moment, il est à Amsterdam, où il joue le rôle d'Aladin dans la comédie musicale de Disney, de Stage Entertainment. Et il est super bon, puisque Alan Menken, qui a composé toutes les chansons d'Aladin, l'a regardé et il lui a dit « J'ai jamais vu quelqu'un interpréter Aladin aussi bien, donc c'est cool. » Et lui jouera dans notre comédie musicale en décembre. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment, ça donne des paillettes dans les yeux. Et enfin, moi, je pense que tout part de là. Moi, je suis vraiment, j'adorais ça. Tu sais, moi, c'était vraiment Britney Spears, les Mary-Kate et Ashley qui jouaient dans les... Olsen, bien sûr. Tu Olsen vois, Twins. Ouais. c'était ça. Et puis après, bah, forcément, quand tu regardes Glee, la saison de Glee, moi, oui. j'ai baigné dans ça. Et ouais, ça peut mettre des paillettes dans les yeux d'enfants et puis ça peut ouvrir le champ des possibles. D'ailleurs, à Dubaï, je me demandais, est-ce que c'est en train de se développer, non? Ils veulent faire une partie studio. Bien sûr. Ils veulent peut-être mettre un peu compete Hollywood à ce niveau. Ils veulent compete sur tout. Ouais, Ils bien veulent sûr. compete la Silicon Valley, ils veulent compete avec Hollywood, avec Las Vegas. Ah ouais, ils ont les moyens de le faire, ils ont la puissance de feu et surtout, ils attirent les meilleurs talents au monde dans toutes les industries. Ouais. Je vois les gens que j'ai rencontrés ici, les meilleurs chefs, les meilleurs sportifs, etc. Donc, ils savent attirer les talents, ils savent bien le faire. Et donc, je pense qu'ils n'ont aucun souci à créer ce qu'ils veulent. Donc, après, le destin est entre leurs mains. Waouh, trop bien. Et du coup, on parlait juste d'embûches. Là, je me Ah oui. doute qu'à quelques mois de faire la première date, tout n'est pas rose Ouais. tous les jours. C'est marrant parce que souvent, je dis que vendre des billets n'est pas notre plus grand challenge dans ce Ouais. spectacle. Tu devrais dire, si tu vends des billets, ça marche. Et en fait, alors déjà, un truc très, très intéressant. Je ne sais pas si ça intéressera les gens qui nous écoutent, mais on est sur un marché. Mais la France est aussi un petit peu comme ça. J'en parlais avec Dov Attiah l'an dernier, qui a produit Molière, qui était un très joli succès. Excuse-moi. Mais il me disait que ça a mis beaucoup de temps à commencer. Les premières salles étaient un peu vides et après, ça a été un énorme succès. Et moi, je le vois un petit peu à notre échelle. Les gens sont tardifs, donc il y a forcément des billets qui se vendent, mais les gens attendent la dernière minute, surtout sur un gros spectacle et surtout quand c'est pas très connu. Donc voilà, faut être bien attaché et se dire voilà, avoir la foi dans son projet et dire voilà, il y a 200 000 personnes qui seront là entre décembre et février. Mais c'est un vrai challenge parce que finalement, en plus, d'un point de vue purement chef d'entreprise, entrepreneur, tu dois avancer en gros 100% de toutes les dépenses avant d'encaisser le premier euro ou le premier dirham. Parce que tu payes tout le monde, tu payes le décor, etc. Et ensuite, Wow. le 20 décembre, tu dis, est-ce qu'il y a du monde qui vient? Alors, tu as un peu de sponsor, un peu de truc, mais c'est marginal par rapport au coût total du projet. Ouais, bon, le 20 décembre, je suppose qu'il y aura du monde. Tu seras là, j'espère. Bah oui, bien sûr, justement. On aura déjà une spectatrice, c'est pas mal, on commence bien. Bien sûr. Et du coup, ça met combien de temps pour lancer un projet comme ça? Tu as commencé il y a 2 ans, c'est ça? 2 à 3 ans, ouais. Waouh, ok. Le projet, il est né en fait lors du winter break, lors de la pause hivernale, il y a 2 ans. Et j'étais à Paris pour les vacances, quoi. De retour à Paris pour les vacances. Et j'étais au Louvre. Et à côté du Louvre, il y a un café sous les arcades qui s'appelle le Café Marly. C'est un café un peu connu, il sert des super croissants et chocolat chaud, pour ceux qui nous écoutent. Et j'étais avec un copain et je vois 4 nanas américaines. J'ai su qu'elles étaient américaines parce qu'elles avaient le béret parisien rouge que personne ne porte quand il est parisien. Et je m'approche d'elles pour rigoler un petit peu. Et je dis donc, si je comprends bien, vous êtes venus pour la Joconde, donc en anglais pour Mona Lisa. Et elle fait, ben non, pas du tout. On n'est pas venu pour ça. Je dis, ah bon, on est à côté du Louvre et tout. Elle me dit, non, on est venu par rapport à la série. Et je lui dis, moi, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Da Vinci Code au début. Emily's in Paris. Ah ouais, alors au début, moi, je suis parti sur Da Vinci Code. Je me suis dit, c'est rien à voir. Et ouais, exactement. Elle m'a dit, elle a vu que je pataugeais un peu. Elle me dit, non, on est venu pour Emily. Je fais, c'est qui Emily? Elle fait, Emily in Paris. Genre, elle m'a regardé un peu d'un point de vue sarcastique. Et c'est qui Emily in Paris? Alors, je ne l'avais pas vu, c'était il y a 2 ans. Oh my God. et là, j'ai cru au début que c'était un personnage français. J'étais passé à côté, peut-être quelqu'un de la Révolution. Et elle me dit, non, c'est la série Emily sur Netflix. Et je fais, mais quoi, c'est un vrai personnage et tout? Elle fait, non, pas du tout, c'est un personnage fictif. Mais on a créé avec elle un lien émotionnel tellement fort qu'on avait besoin de vivre sa vie. Et je fais, mais vous êtes venu de l'Oklahoma, elle venait d'Oklahoma City, pour un personnage qui n'existe pas. Elle fait, ouais, mais on avait besoin au fond de nous
de confirmer ce lien. Et j'ai dit, waouh, alors si tout le monde pense comme ça, peut-être on peut faire la même chose pour Dubaï et créer un lien émotionnel fort entre la petite fille de Scottsdale, Arizona, et la ville de Dubaï. Waouh! Ouais, non, mais c'est fort. Mais c'est vrai que c'est un engouement de fou Pour quelqu'un qui n'existe pour pas. Emily in Paris. Ouais. Ils veulent vivre. Après, je pense qu'ils déchantent un petit peu. Ouais. Mais tu sais qu'elle a la queue. Moi, j'étais apparemment, il y a une scène chez Carrette. Je suis passé devant chez Oui. Carrette, place du Trocadéro cet Et il y a été. la queue, ouais. Matin, midi, soir, alors qu'il n'y a même pas la vue sur la Tour Eiffel. Ouais, c'est fou. Il y a 1h30 d'attente pour rien. Bah, Alors que le café, il y a 2 cafés à côté qui sont vides et Carrette est plein à craquer. tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, exactement. Ouais. Ok, Stéphane, on a fait vraiment un énorme tour. Déjà? Bah ouais, Waouh. ça passe assez vite. Ça passe vite. J'ai d'autres questions à te poser Bien pour sûr. terminer ce podcast. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui hésite à entreprendre ou qui a peur, qui est encore au début de son projet et qui peut avoir encore des freins? Peur du manque d'argent, peur d'investir, peur, je sais pas, de tout. Qu'est-ce que tu dirais? Quels sont tes meilleurs conseils? Alors, s'il a peur, il a peur et il a peur. Il y a un proverbe, moi, que j'aime beaucoup qui dit que tout ce que tu as toujours voulu, c'est de l'autre côté de la peur. Donc, ça veut dire que... Et moi, j'ai peur. Je suis mort de peur. J'ai monté des boîtes, je les ai revendues. Et j'ai peur. Et je suis mort de peur pour Once Upon a Time in Dubai. Et je vais faire une analogie. Alors, attention, j'ai un copain à moi qui me dirait arrête de fanfaronner, Michael, qui habite ici. Mais j'ai la chance de pouvoir courir tous les 2 jours un semi-marathon. C'est-à-dire que j'en suis dans l'année, depuis le début de l'année, au 140e semi-marathon. Donc, semi-marathon, c'est 21,1 km. C'est quelque chose de très difficile. Et j'ai la chance de pouvoir le faire, même si je suis un peu en surpoids. Et donc, je crois qu'il n'y a même pas 1% des gens dans leur vie qui en courront un seul. Et avant chaque semi-marathon, je suis mort de peur. Et tu vas me dire, mais Steph, tu en as fait 140 cette année, tu le referas après-demain, dans 2 jours, dans 4 jours. Et en fait, c'est inexplicable, mais j'ai la boule au ventre 5 minutes avant. Pourtant, personne ne m'attend. En ce moment, comme il fait chaud, je suis sur le tapis et tout. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit, il n'y a pas de médaille à l'arrivée, mais j'ai ce petit stress avant. Et c'est Jacques Brel qui disait, c'était le plus grand de tous les Belges, avant chaque tour de chant, il vomissait. Alors, c'est pas très sexy, mais il vomissait. Avant, quand il chantait 3 fois, il vomissait 3 fois. Et pourtant, c'était le chanteur le plus acclamé de son époque. Et tout ça pour dire quoi? Que tout le monde a peur, que moi j'ai peur, que toi tu as peur, que vous qui nous écoutez, vous avez peur, et que faut juste essayer d'aller au-delà de la peur, et que quoi qu'il arrive, vous aurez peur. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si vous restez dans votre job, vous aurez peur. Donc, en fait, c'est le ratio entre le signal et le bruit. C'est-à-dire qu'il y a le signal qui est un peu votre rêve, et il y a le bruit, c'est tout ce qui empêche un petit peu le rêve de se réaliser. En fait, il faut juste être assez driven. Tout l'objectif du truc. Il faut juste en fait écrire. D'ailleurs, c'est pas forcément monter une boîte, hein, le rêve de chacun. Et tout le monde ne peut pas aspirer à monter une boîte. Et c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de stress, etc. Mais entrepreneur ou pas entrepreneur, moi, mon conseil, c'est noter ce pourquoi vous pensez être fait et faites-le. Et vous posez aucune question. Et comme quand on est dans Space Mountain à Euro Disney, quand ça fait peur, on ferme les yeux, mais ça avance quand même, quoi qu'il arrive. Et quelques secondes après, on est sur le quai et tout s'est bien passé. Donc voilà, il faut avoir des gens qui sont compréhensifs, ça peut aider dans l'entourage. Il faut avoir des gens pas trop jaloux, ça aide aussi. Mais voilà, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Si tu n'as pas de rêve, tu seras condamné à travailler pour ceux des autres toute ta vie ». Donc voilà, si vous ne voulez pas être condamné à travailler toute votre vie pour les autres, travaillez pour vos rêves. Et vos rêves, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est le life plan et c'est la bucket list. Et c'est important parce que, en fait, je pense que... je ne suis pas Madame Irma et j'ai que 41 ans, mais je pense qu'à la fin de sa vie, on regarde cette liste où on y pense et on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et je pense que on ne peut pas tout faire, mais c'est important d'avoir coché en fait des cases, et chacun a des cases différentes. Hein. Le but, c'est pas d'être ni le plus riche, ni le plus ceci, ni le plus cela. Chacun a ses objectifs et c'est très bien parce que sinon on serait en compétition et on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Mais quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, c'est très important et c'est ce qu'on appelle donc le signal, de rester concentré sur ce signal et de le réaliser. C'est le meilleur moyen pour que quand l'aventure elle s'arrête, on ne soit pas déçu et que 5 minutes avant à la fin de l'aventure, on ne se dise pas merde, je suis passé à côté du truc. Et si ça ne marche pas, tu vois, si Once Upon a Time in Dubai, alors dans mon entourage, ils n'aiment pas que je parle comme ça parce que la pensée est créatrice et la parole est créatrice. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, c'est le rêve de ma vie, c'est le rêve de beaucoup plus que ma vie puisqu'on a engagé énormément de choses, le pays, etc. Mais le but, c'est de faire tout ce qui est en notre possible pour que ça cartonne. Et je suis sûr que ça va cartonner. Oui. Mais si ça ne marche pas, un homme qui rêve ne se trompe jamais. C'est sans regret. On avance. C'est important de le faire et d'aller au bout du truc.
Et le plus dur, c'est de ne pas y aller parce que si tu y vas pas, tu dis merde, j'aurais pu. Ça. L'histoire des remords et les regrets. Trop bien, merci Stéphane. Et ça va marcher, c'est certain, parce que en plus, ils sont friands de ce genre de choses. Ouais. L'autre jour, j'étais à une séance de cinéma et le truc, il était complet. Et c'était même Wow. pas un film. Tu sais, c'était complet. Et tu sais, ici à Dubaï, tu dois choisir tes places. Ouais. Et en fait, nous, on avait vu qu'il y avait 2 places de disponibles un peu plus haut, mieux placées. Ouais. On les a pris. À 30 minutes du film, 2 personnes sont arrivées en disant c'est notre place. Donc on a dû retourner à notre place. Donc les gens, 30 minutes après, un peu relou, quoi, ils ont loupé 30 minutes. Mais en fait, et le truc était complet. C'était une petite salle et c'était pas un gros film. Mais en fait, ils adorent, tu vois. Donc je me dis, c'est impossible. On aime le divertissement, ouais. C'est ce qui va se passer. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as partagé tout ce que tu avais envie? Alors déjà, j'aimerais te remercier parce que j'adore partager et merci de me donner cette occasion. Deuxièmement, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un LinkedIn. Alors, si possible, à partir de février 2026, parce que là, je suis dans un tunnel, donc je réponds plus trop. Mais à partir de février 2026, je reprendrai finalement tout ce que je fais en termes de mentorat. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous cherchez des fonds peut-être pour votre startup, ou voilà, ou d'échanger, c'est toujours un grand plaisir. Stéphane Boukris @gmail.com, ou par LinkedIn, ou par Instagram, ou par Pigeon Voyageur, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important aussi de partager et d'aider les autres. Donc voilà, il y en a d'autres qui le font pour moi, donc j'aime bien le faire pour ceux qui me le demandent. Merci Stéphane. Merci beaucoup.